Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, ici Swatch et bienvenue dans cette dégustation de Samhain. Samhain, vous voyez, je n'ai pas de boîte, c'est parce que j'ai un proto ici entre les mains. C'est l'éditeur Guiochix IT qui m'a demandé d'être son représentant francophone pour ce jeu, ce que je fais avec grand plaisir. Donc vous avez ici le proto, je vais vous montrer le proto, mais le jeu est en cours de financement participatif pour le moment. Il coûte 9,95 €, c'est pas cher pour ce que c'est, vous allez voir ça dans un instant. Donc, Samhain, nous sommes des Celtes, nous allons nous préparer à la guerre parce que nous sommes au 1er siècle avant Jésus-Christ et les troupes romaines menées par César sont au bord de nos terres et vont bientôt nous attaquer. Nous allons devoir nous préparer et élire le leader qui va mener toutes nos troupes. Pour cela, nous allons fêter pendant 3 jours la fête de Samhain, qui est une fête de transition où on fête la saison sombre. Ça a lieu au mois de novembre et c'est une période propice où les âmes, les dieux peuvent entrer en contact avec nous. C'est pas pour rien d'ailleurs que c'est la fête chez nous de la Toussaint. Ça a un lien d'ailleurs avec cette fête. Et donc dans le jeu, nous allons parler et jouer avec les dieux celtes. Comment se passe une partie? Une partie se passe en 6 ou, donc vous voyez ici, en 6 tours. Si on a 2 joueurs en 6 tours, si on a 3 joueurs en 5 tours et si on a 4 joueurs en 4 tours. Peut-être un petit mot sur la mise en place. Vous avez ici des cartes temple qui fêtent un dieu. Au début du jeu, nous allons mélanger ces 5 cartes temple et les mettre aléatoirement en colonnes. Vous voyez que chaque carte temple est liée à un dieu, par exemple celui-ci. N'hésitez pas à venir un petit peu plus près avec votre caméra. Celui-ci eh bien, correspond à ce dieu-là. Celui-là avec ses cornes à celui-là, celui-là présent avec ses dents à celui-là, et celui-là à cette brave jeune dame très sympathique. Donc, autrement dit, nous allons les mélanger et ça va déterminer quelles sont les cartes dieux que l'on va mettre en face de chaque temple. On va également, celles-ci, les mélanger pour les mettre au hasard, les 3 en face du bon temple, mais l'ordre de ces 3 va changer à chaque partie. Donc à chaque partie, l'ordre entre les dieux va changer et l'ordre des cartes va changer. Nous avons donc une multitude de configurations possibles pour ce plateau, donc évidemment une variété de parties assez incroyable. Donc au début, on place celle-là, puis on place celle-là, puis chacun à son tour va placer un membre de clan. Donc vous voyez, ça ce sont des membres de clan. Chacun à son tour va en placer 3 sur les cartes actions de son choix et va augmenter sur les temples, sur les échelles des temples correspondantes. Ça c'est pour la mise en place. Ensuite, donc, comme je vous disais, le jeu se joue en 6 tours. À 2 joueurs, 5 tours à 3 et 4 tours à 4 joueurs. Pardon. Et lors de chaque tour, chacun à son tour va faire une action. On va tourner jusque quand tout le monde passe. C'est quoi une action? À mon tour, je peux soit bouger un membre de clan et effectuer une action, soit engager un nouveau membre de clan, soit passer. Quand je fais une action, je place mon membre de clan en dessous sur la zone épuisée. C'est la zone noire, c'est la zone épuisée. Donc, je ne peux passer que si tous mes membres de clan sont dans la zone épuisée. Sinon, je ne peux pas passer. Donc, autrement dit, je suis obligé d'effectuer au moins une action par membre de clan. Deuxième chose, c'est que engager, donc je peux, même quand j'ai passé, je peux revenir en jeu pour engager des membres de clan. Comment je fais pour engager? Eh bien, je vais payer autant de ressources plus une que j'ai de membres de clan sur le plateau. Donc, par exemple, ici, vert a 1, 2, 3, 4 membres de clan sur le plateau. Donc, pour en ajouter un 5e, ça va lui coûter 5 ressources. Alors premier aspect, outre le plateau modulaire aussi intéressant dans le jeu, c'est que
je dois payer 5 ressources, mais on n'appelle pas ça des ressources, on appelle ça des points multiples. Pourquoi? Parce que le jeu a, quand on regarde ici au-dessus, le jeu a 3 types de ressources différentes. Donc la pierre, le bois et l'or. Mais aussi, on peut avoir des points de victoire et on peut être sur les échelles des temples. Et donc un point multiple correspond à une ressource, un point de victoire ou un échelon sur une échelle. Donc quand je dois payer ici pour mettre un nouveau membre de clan 5 points multiples, je peux payer en ressources, mais je peux aussi payer en points de victoire ou en échelle. Et ce n'est pas si évident, parce que c'est vrai que quand j'ai lu les règles, je me suis dit, bon, on va tout de suite payer des ressources, mais non, c'est pas évident parce que vous allez gagner difficilement vos ressources, vous allez les gagner quasi une par une, des fois un petit peu deux, tandis que des points de victoire, vous allez pouvoir en gagner 2, 3 en une fois, et donc vous allez peut-être des fois avoir intérêt à sacrifier un point de victoire ou un point en échelon sur un des temples plutôt qu'une ressource chèrement gagnée. Donc c'est déjà un mécanique pas mal. C'est cette notion de points multiples que vous pouvez dépenser à votre guise qui augmente évidemment le choix parce que comment vous allez les dépenser, c'est une autre affaire. Donc ça c'est la deuxième action. Donc première action, j'y reviens. Deuxième action, engager un membre de clan. Et troisième action, passer. La première action, c'est bouger un membre de clan et effectuer l'action correspondante. Donc, par exemple, je suis comme ça, je vais ici et je fais l'action correspondante. Je ne suis pas obligé de bouger. Donc, si je suis ici, je peux bouger ici, on peut bouger orthogonalement, pardon. Donc, si je suis ici, je peux aller là, aller là, aller là, ou aller là, ou rester sur place. Donc je peux faire cette action-ci, celle-là, ces 5 actions-là. Autre aspect intéressant du jeu, c'est que la fête de Samhain, je vous disais, dure 3 jours. En fait, 3 jours, ça c'est jour, et puis après c'est la nuit. Jour, nuit, jour, nuit. Donc c'est une succession de jours et de nuits. Et vous avez cette notion de jour et de nuit aussi sur les quarts dieux. Vous voyez que le dieu a une face jour et une face nuit. Une face jour, face nuit, face jour, face nuit, face jour, face nuit. Également les temples. Les temples ont une échelle de jour et une échelle de nuit. Échelle de jour, échelle de nuit, etc. Donc le jeu va être vraiment rythmé par ces jours et cette nuit, puisque en journée, on ne peut effectuer que l'action de jour, et durant la nuit, on ne peut effectuer que l'action de nuit. À savoir que si vous voulez, vous pouvez quand même effectuer, donc imaginons ici on a un tour, on est le 3e tour, on a un tour de jour, donc si je fais cette action-ci, je dois faire l'action de jour, mais je peux quand même faire l'action de nuit au prix d'un point multiple. Ce qui est cher payé. Je vais vous donner un exemple, c'est cette action-ci. Cette action-ci me permet de gagner un or. En nuit, j'en gagne 2. Donc, j'ai plutôt intérêt à faire l'action de nuit, si on est en jour, mais ça me coûte un point multiple, donc par exemple un or. Donc si je paye un or, eh bien j'en gagne 1, et si je paye, j'en gagne 2 moins 1, ça fait 1, tandis qu'ici, donc c'est plus ou moins équivalent, donc les choix ne sont pas évidents. Est-ce que je le fais ou je ne le fais pas, en fonction de la configuration, etc. Donc autrement dit, quand je suis ici, j'ai le choix entre 5 cartes dieu, donc 5 cartes actions différentes, et chaque fois avec 2 actions chaque carte. Donc j'ai un choix entre 10 actions. Donc les choix sont vraiment nombreux. Si je suis dans le coin, c'est un petit peu moins grand, puisque j'ai le choix entre 3 fois 2, ça fait 6 actions. Donc entre 6 et 10 actions que je peux faire. Donc c'est quand même des choix importants. Voilà, alors il y a un autre aspect intéressant du jeu, c'est une ressource ici, enfin c'est même pas une ressource que je n'ai pas encore expliquée, c'est les cubes mauves. Les cubes mauves sont des feux follets. Et les feux follets sont bien ou pas bien. En gros, vous les recevez quand il y a quelque chose qui ne va pas. Première chose, c'est les ressources. Les ressources sont limitées. Donc il y en a 7 au début du jeu, dans une partie à 3 joueurs. Si vous gagnez une ressource, par exemple, vous gagnez de la pierre, mais qu'il n'y a plus de pierre en stock, ben vous ne la gagnez pas, puisque c'est limité, et à la place, vous gagnez un feu follet. Ça n'a pas marché. Si vous êtes sur une échelle de dieu
et que vous êtes au maximum, et que vous gagnez un point, vous ne savez pas le gagner, eh bien, vous recevez un feu follet. Si vous faites une action et vous ne savez pas la faire, eh bien, vous recevez un feu follet. Les feux follets, donc, les feux follets, quand il n'y a plus de feux follets en stock, il y a la fête des âmes qui a lieu. La fête des âmes correspond à ce que chacun montre tous ses feux follets. Celui qui a le plus de feux follets, eh bien, va perdre un membre de clan. Donc, il va prendre son membre de clan et il va le remettre en réserve. Donc, ça coûte très cher parce que ce membre de clan vous a peut-être coûté 4 ou 5 ressources pour 4 points multiples pour être mis en jeu. Donc, ça coûte très cher de perdre un membre de clan. Deuxièmement, tous les feux follets qu'on remet, on doit tous les remettre en stock. Et pour chaque feu follet qu'on remet, on doit payer un point multiple. Donc, encore cher également. Donc, les feux follets sont négatifs, mais ils peuvent être positifs aussi. C'est-à-dire que, par exemple, ici, vous voyez dans l'iconographie, ça, ce sont des feux follets. Vous payez 2 feux follets et vous gagnez 3 points de victoire. Donc, si vous les accumulez de trop, il y a quelque chose de négatif qui arrive, mais dans le jeu, vous allez pouvoir les utiliser aussi pour avoir des effets positifs. Donc les feux follets sont négatifs ou positifs en fonction de la situation. Donc c'est vraiment bien vu. Et j'explique ceci parce qu'il y a un autre aspect très intéressant dans le jeu, c'est qu'on peut obliger un adversaire ou soi-même à faire une action. Si j'ai 2 membres de clan sur une action, si j'exécute cette action, je suis obligé d'exécuter l'action avec mon 2e membre de clan. Je ne peux pas le laisser en réserve. Alors j'ai quand même le choix, c'est-à-dire que si je fais par exemple l'action de jour, je peux avec l'autre faire l'action de nuit, en payant un point multiple si on est dans l'autre, si on est en journée par exemple. Mais je peux aussi faire 2 fois la même action. L'avantage de faire 2 fois la même action, c'est que j'ai un bonus de 1. Soit en coût, c'est-à-dire je paye 1 en moins dans le coût, soit en revenu, je reçois 1 en plus. Par exemple, ici, je défausse 3 ressources pour gagner 3 points de victoire. Si je le fais avec les 2, je défausse 6 ressources pour gagner 6 points de victoire avec un bonus de plus 1, donc soit 5 ressources, une ressource de moins, soit 7 points de victoire, 1 point de victoire de plus. Ça, c'est la première chose intéressante, c'est que, bon, évidemment, le fait de les laisser tous les deux sur des actions différentes va avoir de la variété, donc je vais pouvoir faire des actions différentes, mais me concentrer sur une même action va me donner des bonus. Deuxième chose, c'est s'il y a un membre de clan adverse sur la même case d'action, eh bien, je l'oblige, si je fais cette action, donc peu importe quand j'en ai 1 ou 2 ou plusieurs, donc si je fais cette action, je l'oblige, lui, à faire la même action. Donc, il doit la faire. Donc, il a simplement le choix entre jour et nuit en payant un point multiple si on est la journée ou la nuit inversement. Donc, dans cet exemple-ci, par exemple, je fais ça, je paye 3 ressources, je gagne 3 points de victoire. Lui, il est obligé de le faire. S'il n'a pas les ressources nécessaires, eh bien, il reçoit un feu follet. Donc, en plus, donc non seulement il est pénalisé en recevant un feu follet, mais en plus, il épuise son membre de clan. Donc s'il avait prévu, lui, à son tour, d'aller ici pour faire cette action-là, eh bien, pas de chance, le vert l'oblige à faire cette action. Donc ça peut être très méchant. L'interaction, d'ailleurs, est très forte dans le jeu, je vais y revenir, mais ça peut être très méchant de faire une action et d'obliger l'autre à le faire. Mais en même temps, il faut anticiper. Enfin, d'un côté, par exemple, je suis vert, je me dis j'ai envie de faire cette action, et j'ai envie de faire cette action-là, par exemple, mais je vais peut-être commencer par faire cette action-ci, en me disant, je vais comme ça, je vais obliger rouge à le faire, et peut-être que ça va l'ennuyer. Donc il y a un côté de vouloir ennuyer les adversaires, mais il y a aussi un côté de s'en prémunir. Si moi je suis rouge et que je vois que je veux faire cette action-ci, par exemple, ou cette action-là, autant faire d'abord, par exemple, bouger et faire cette action-là, autant le faire d'abord parce que je vois bien qu'il y a 2 verts très menaçants qui pourraient venir et m'obliger à faire cette action. Donc il y a une question d'anticipation et une question aussi d'opportunité. Bon, on ne maîtrise pas toujours ce que font les adversaires, mais c'est intéressant de jouer avec une interactivité si forte, et j'y reviens dans 2 minutes.
Donc voilà, ça c'est la phase d'action. Phase d'action, soit je déplace ou je déplace pas, je fais une action. Soit j'engage un membre de clan, soit je passe. Quand tout le monde a passé, on est à la fin du tour. Et là, on fait le décompte des temples. Donc en fonction qu'on ait un tour de jour ou de nuit, on décompte les temples de jour ou de nuit. Les temples de jour, bien, en fait c'est simple, on regarde le cube le plus avancé, il reçoit 2 points de victoire, et le deuxième, 1 point de victoire. En cas d'égalité, il n'y a pas de points qui sont donnés. Donc ici vert 2 points, ici égalité pas de points, 2 points pour jaune, 2 points pour vert. Si on était à nuit, 2 points pour jaune, 0 points pour les autres, ils sont égalité, 2 points pour jaune, 1 point pour vert, 2 points pour rouge, 1 point pour jaune, etc. Donc on fait ça, donc autrement dit, les temples rapportent pas mal de points de victoire, c'est une des stratégies, c'est se concentrer sur les temples. Ensuite, tous les membres de clan étaient épuisés, on les met de nouveau disponibles. On passe le jeton premier joueur au joueur suivant, on passe au tour suivant et rebelote, on refait les actions. Un petit mot sur les actions, je ne vais pas vous les écrire toutes parce qu'il y en a 30, donc je ne vais pas vous les décrire toutes, mais les principales. Il y a différents types d'actions. Il y a les actions qui permettent de récolter des ressources. Donc par exemple ici, quand vous faites cette action-ci, vous augmentez sur le temple de jour et vous gagnez une pièce d'or. Donc vous prenez une pièce et vous mettez derrière votre paravent. L'action de nuit, c'est vous augmenter sur le temple de nuit. Vous recevez un feu follet et vous gagnez 2 pièces. Il y a ça pour chacune des ressources. Deuxième type d'action, c'est de construire un des bâtiments. Donc par exemple ici, en payant une or et un bois, je construis un bâtiment corne. Ici, en payant un or et une pierre, je construis un dolmen. Ici, en diminuant de 2 crans sur un des temples, je construis un feu follet. Ici, en sacrifiant un de mes membres de clan, donc je le reprends chez moi, je construis une ruine. Donc, les bâtiments ont divers bénéfices. Le premier, c'est que chaque bâtiment a un effet et à son tour, ici vous voyez le joueur vert, a 3 bâtiments, il peut retourner un bâtiment et effectuer son effet. Et à chaque tour, quand on passe d'un tour à l'autre, on les réactive. Alors c'est quoi les effets? Bon, ils ne se voient pas, encore une fois, on est dans un proto, l'iconographie n'est pas là, mais dans le jeu définitif, normalement, ça devrait être le cas. Donc la ruine vous permet de gagner une ressource. La faucille vous permet d'échanger une ressource, mais ça peut être contre des points multiples. Donc ça peut être contre des points de victoire ou des points de temple. La corne permet de faire un mouvement gratuit. Donc par exemple ici, je peux faire cette action-là, cette action-là, cette action-là ou cette action-là. Si j'ai une corne et que je la retourne, je peux déplacer ici pour ensuite faire cette action-là. Donc ça vous permet de faire un mouvement gratuit, c'est sympa. Le dolmen permet de se protéger contre un adversaire. Donc si j'ai un dolmen et que mon adversaire monte et fait cette action et je ne veux pas faire cette action, je retourne le dolmen et je me protège pour faire cette action. Et le feu follet permet de neutraliser un feu follet. Donc quand on fait le décompte des feux follets pour la majorité, eh bien on le retourne et on ne compte pas un feu follet. Donc ça peut faire la différence. Donc voilà, les bâtiments ont un petit pouvoir chacun et en plus ils permettent de gagner des points de victoire. Donc, il faut que je le retrouve. Par exemple, ici, cette action-ci, si j'ai 2 bâtiments les mêmes, je gagne 2 points de victoire. Et il y en a un autre qui dit, voilà, c'est celui-là. Si j'ai 3 bâtiments différents, je gagne 3 points de victoire, 4 bâtiments différents, j'en gagne 4 points de victoire. Donc, c'est une des stratégies, c'est la stratégie bâtiment. Une autre stratégie, c'est la stratégie feu follet. Donc vous voyez ici, avec 2 feux follets, je peux gagner 3 points de victoire. Donc avec des feux follets, on peut également gagner des points de victoire. Il y a la stratégie ressources. Donc ici, avec 3 ressources, je gagne 3 points de victoire. Il y en a d'autres ici aussi. Là, 3 ressources, je gagne 3 points de victoire. Donc
il y a différentes stratégies. Il y a aussi la stratégie temple, comme je vous ai dit, qui peut être accentuée avec cette action, c'est-à-dire chaque temple où je suis premier, je gagne un point de victoire. Et puis il y a aussi finalement donc la stratégie interaction. Vous avez des actions qui peuvent faire très mal. Par exemple, celle-ci, elle m'oblige à sacrifier mon vert. Donc je sacrifie, mais quand vous voyez un peu de rouge, ça veut dire que je sacrifie également un membre de clan adverse. Donc sacrifier, c'est aller au cimetière, pardon. Ils vont au cimetière. Et je prends par exemple le rouge et je le mets au cimetière aussi. Donc ce qui va faire mal aussi à l'adversaire, qui a prévu de faire cette action, et tout à coup, son cube, son membre de clan s'en va. Donc il y a d'autres actions aussi qui permettent de tuer des adversaires ou d'aller voler des bâtiments chez les adversaires. Donc pas mal d'interactions qui peuvent faire très mal. Il faut s'en prémunir, il faut jouer avec ça. Donc voilà différentes stratégies dans le jeu. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Au final, à la fin du jeu, oui, il y a encore un dernier aspect, et puis je clôture la vidéo. Un dernier aspect, c'est qu'au début du jeu, c'est intéressant d'ailleurs, au début du jeu, on reçoit les ressources de César. C'est-à-dire que chaque joueur reçoit 2 ressources de chaque. 2 or, 2 bois ou 2 pierres, pardon. Donc, et à la fin du jeu, il doit rendre ses ressources à César. On va regarder les joueurs s'ils ont bien les 6 ressources de chaque. S'il y a un ou plusieurs joueurs qui n'ont pas ces 6 ressources de départ à la fin du jeu, eh bien, parmi ceux qui n'en ont pas, celui qui en a le moins perd immédiatement la partie et est traité de traître. Donc, à cause de cette mécanique, on va devoir gagner des ressources, même à la fin du jeu, on va avoir intérêt à gagner des ressources. Donc c'est pas mal, ça équilibre toujours, se dire au début du jeu je gagne des ressources, ou à la fin je gagne des points de victoire. Non, même à la fin je vais devoir gagner des ressources pour me protéger contre l'accusation de traîtrise. Donc à la fin du jeu, on va regarder, donc oui, peut-être dernière chose que j'ai pas expliqué, c'est le graveyard, le cimetière. Bon, il n'a rien de particulier, c'est-à-dire simplement il immobilise un cube chaque fois qu'on va dans le cimetière, et quand le cimetière est plein, on enlève tous les cubes et on les redonne aux joueurs. Donc c'est juste une sorte d'immobilisation, c'est rien de fantastique. Et donc à la fin, on regarde si tout le monde a bien les ressources de César. Ensuite, on perd un point de victoire par feu follet, on gagne un point de victoire par 2 ressources qu'on a, et c'est tout. Donc c'est principalement en cours de jeu, soit sur les temples, soit sur les tuiles dieux, qu'on va gagner des points de victoire. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a plu. Vous avez vu, c'est un jeu avec beaucoup de choix. Quand vous êtes à votre tour, en gros, vous avez 10 actions possibles, donc pas mal de choix, pas mal de stratégies différentes. Vous pouvez vous orienter vers l'un ou l'autre type de point de victoire ou un mix de plusieurs. Donc pas mal de stratégies différentes, beaucoup d'interactions. Ça peut faire mal, vous faire perdre un membre de clan, ça peut faire mal. Il faut jouer, il faut anticiper avec ça. Vous-même attaquer les adversaires avant que vous attaquent. Donc un jeu vraiment complet, profond. Pour 10 €, je dois avouer que c'est quand même pas mal. Voilà, donc j'espère que cette 20 jeux de vidéo vous a plu. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.